Xena.fr. Bonsoir à tous. Philippe Marini, le président UMP de la Commission des Finances, est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Monsieur Marini, merci d'être avec nous. Et je vous interrogerai d'abord comme président d'honneur du groupe d'amitié France-Syrie, bien sûr, à l'heure du projet de résolution qui pourrait éviter les frappes aériennes. Nous parlerons ensuite du budget, pause fiscale ou pas, comme le dit le gouvernement, et vous répondrez aux questions de Déborah Claude, de l'agence France Presse, notre partenaire avec Dailymotion. Enfin, Perrine Tarnaud nous rejoindra pour la troisième partie de l'émission et pour parler notamment de l'UMP, dont le candidat pour 2017 sera à coup sûr, vous en êtes persuadé, Nicolas Sarkozy. Et vous le dites alors que vous étiez dans son bureau il y a encore quelques heures. Vous pourrez nous en dire beaucoup plus tout à l'heure, Philippe Marini. D'abord, l'ouverture sur les armes chimiques, ouverture pilotée par la Russie, conforte-t-elle votre conviction que Bachar el-Assad est un bon politique? On peut être odieux et avoir des qualités de manœuvre, hein. Ce n'est pas du tout contradictoire. La formule a choqué. Oui, mais il fallait lire ce qui suivait, pas séparer trois mots dans un texte. Maintenant, je ne dirais pas que dans cette affaire, pardonnez-moi le raccourci, le président Hollande ait été un bon politique. Il doit essayer de trouver une solution pour rétropédaler. Il a appris, apparemment, de façon inattendue, que le président Obama avait besoin du vote de ses assemblées. Il n'est pas responsable des hésitations du président américain, reconnaissez-le. Certes, mais quand on est une puissance militaire qui ne peut pas intervenir seule, mais qui néanmoins est une puissance indépendante, se lier, se livrer à un tel point à des décisions étrangères, à des décisions américaines, cela m'a choqué et j'ai réagi dès le départ de cette question des armes chimiques en disant que la position de la France était beaucoup trop suiviste à l'égard des États-Unis. Je persiste et je signe, et je pense que depuis des mois et des mois, nous aurions dû nous rapprocher de la diplomatie russe, ce que nous n'avons pas fait et n'avons pas voulu faire. Et là, nous aurions pu apporter notre valeur ajoutée, faire quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes spectateurs. Enfin, la diplomatie russe, elle était totalement alignée sur la position syrienne, hein, jusqu'à une date tout à fait récente. C'était un peu plus compliqué. C'est pas blanc et noir. C'était un peu plus compliqué. Si l'on avait voulu, on aurait pu apporter notre valeur ajoutée. De la même manière que si l'on avait été sensible aux signes adressés par le nouveau président élu en Iran, je pense qu'on aurait pu trouver aussi de ce côté-là des marges pour une originalité française. La France dit aujourd'hui, et notamment par la voix de Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, que ce mouvement sur les armes chimiques est dû aux pressions occidentales, et notamment de la France. Il peut le dire. Il faut bien que le ministre des Affaires étrangères dise quelque chose. Ça n'est pas la réalité? La menace que nous aurions pu dans cette évolution diplomatique bien plus efficace depuis des mois et des mois si nous ne nous étions pas liés à ce point avec l'opposition syrienne. Nous aurions dû rester au-dessus de la mêlée, éviter d'être engagés dans cette guerre civile. Alors, je vais vous reposer la question sur Bachar el-Assad, de par vos relations anciennes avec lui, Philippe Marini. J'ai encore une question sur François Hollande. Il s'est dit très choqué par l'interview très récente de Bachar el-Assad dans le Figaro, dans laquelle, c'est vrai, il promettait de liquider ses opposants. Ça, c'est une formule qui a heurté le chef de l'État. Est-ce qu'elle vous heurte également? Moi, je l'ai été aussi, mais par une autre partie de l'interview, lorsqu'il caricature l'évolution de la diplomatie française en 2008,
en l'attribuant à l'influence des États-Unis, alors que je suis bien placé pour savoir que c'est totalement faux. Donc c'est quelqu'un qui n'hésite pas à dire tout à fait le contraire de la vérité. Alors vous avez également choqué en affirmant que le dictateur est doté d'un esprit moderne. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il pratique l'informatique, il a été éduqué à l'occidental, enfin, il ne vit pas sous un turban, Il massacre son peuple. Mais il dirige un régime qui, depuis l'origine, est un régime dictatorial, policier et particulièrement antipathique. Et en effet, il est le patron effectif de ce régime. D'accord. Mais là, on est passé à une autre étape avec l'effusion de sang. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et alors, on a découvert les Syriens des deux parties en sont collectivement responsables. Ayez la gentillesse de lire le très beau texte, mais vraiment le très beau texte, y compris sur le plan littéraire, voire poétique, du journaliste italien qui vient d'être libéré. Je l'ai lu, elle figure. Elle honore ce récit figure dans Le Monde, oui. C'est un récit qui honore votre métier. Et vous y lirez quand il dit « j'ai rencontré l'Empire du Mal », en quelque sorte. Il parle des islamistes. Il parle de la Syrie d'aujourd'hui, de ce pays en guerre civile où des bandes se répandent sur le territoire et où il y a un amalgame entre la politique et les intérêts, l'argent et l'islam. S'il y a quelque chose à sauvegarder en Syrie, quel que soit le caractère négatif, voire détestable jusqu'à un certain point du régime baathiste, c'est l'État. Les Syriens ont besoin d'être protégés par un État. Ils ont besoin d'une justice, ils ont besoin d'une police, ils ont besoin d'une administration, ils ont besoin d'un système fiscal, ils ont besoin d'un État. Ce qui s'est passé en Irak, par exemple. Certes, car en Irak, des milliers de milliards de dollars ont été dépensés. Et où en est le pays? On y meurt encore tous les jours, tous les mois, ce sont des milliers de personnes. Le pays est divisé et le gouvernement de Bagdad est sous l'influence de l'Iran, ce qui n'était pas, me semble-t-il, exactement le but poursuivi à l'origine. Est-ce que le démantèlement proposé de l'arsenal chimique syrien, et je crois qu'il y a plus de 1000 bombes, pourrait être un piège? Je ne suis pas un technicien, mais je pense que l'État syrien est amené à cela. Il faut naturellement saisir cette opportunité et neutraliser cet arsenal sous contrôle international. Il y a des personnes beaucoup plus compétentes que moi sur le plan militaire qui sont capables... Mais là, en termes diplomatiques, par exemple, ça se joue dans les heures qui viennent. Vous êtes favorable à une résolution contraignante pour la Syrie? Tout plutôt que la guerre. Tout plutôt que des frappes qui ajouteraient de la violence à la violence des victimes civiles aux victimes civiles et qui se traduiraient probablement par des métastases supplémentaires dans d'autres pays du Proche-Orient. Mais bien sûr, ne pas faire preuve de naïveté et mettre en œuvre un dispositif international qui soit applicable, contrôlable, transparent. Vous avez moqué il y a un instant François Hollande, vous l'avez critiqué pour son alignement sur les États-Unis. Aujourd'hui même, François Hollande et Barack Obama se sont longuement parlé au téléphone. Ils veulent agir ensemble à l'ONU. C'est une bonne chose, pour le coup. Mais sans aucun doute. Vous savez, en début d'année, j'ai soutenu et complimenté François Hollande pour ce que nous avons fait, et d'ailleurs seul, au Mali. Donc, je ne suis pas systématiquement un contempteur de l'action internationale du président de la République. Au Mali, la France était toute seule au départ. Oui. Et on a bien fait d'y aller, et d'y aller dans ces conditions-là. Est-ce que Bachar el-Assad, donc esprit moderne, bon politique, Philippe Marini, est totalement discrédité pour la suite, pour l'avenir, selon vous? 100 000 morts. Il y a une échéance présidentielle, paraît-il, en 2014. Est-ce que des élections sont possibles dans les conditions qui prévalent en Syrie? Ça me paraît un peu difficile à considérer.
Je crois qu'il faut respecter l'indépendance de chaque État. Vous savez, je n'ai jamais... Vous nous dites que la Syrie peut encore avoir un avenir avec Bachar el-Assad. La Syrie a besoin d'un État. Je n'ai personnellement jamais été en faveur du devoir d'ingérence. Pardonnez-moi, c'est ma petite différence. De ce point de vue-là, je ne suis ni comme Bernard Kouchner, ni comme Alain Juppé. Alors Alain Juppé, justement, qui dit qu'on ne rien faire serait se rendre complice de crimes contre l'humanité. Vous n'approuvez pas cette phrase? Je pense que l'option punir le méchant, qui nous a été vendue pendant des jours et des jours, n'est pas une option pour une intervention militaire. On intervient militairement pour défendre des intérêts stratégiques en particulier, et non pas pour punir. Vous savez à quoi ça me faisait penser le terme de punir? Non, au vieil empereur François-Joseph qui voulait punir la Serbie au début du mois d'août 1914 pour le meurtre de son héritier. Alors on peut s'interroger... Il aurait mieux fait qu'il ne le fasse pas, car son empire a disparu. Alors on peut s'interroger, multiplier les références historiques. Par exemple, John Kerry, le secrétaire d'État américain, a dénoncé un Munich. Lui, il a fait référence à la lâcheté face à Hitler. Comment est-ce que vous avez reçu cette évocation de Munich, qui avait d'ailleurs utilisé Harlem Désir avant lui? Je pense que c'est une référence un peu forcée, même si Bachar el-Assad a des côtés plus qu'antipathiques, voire odieux. La Syrie est un pays de 21 millions d'habitants. Ce n'est pas l'Allemagne de 1933 ou de 1939. Ça ne pèse pas le même poids. Bachar el-Assad, vous ne pourriez plus lui serrer la main demain? Si j'étais missionné pour défendre les intérêts de la France auprès de lui, je le ferais. Mais je pense qu'il y a bien des gens odieux sur la planète, voire indéfendables, et qui ont réalisé de nombreuses injustices, et qui sont nos interlocuteurs probablement tous les jours. Bon, celui-là, il se trouve qu'aujourd'hui, et pour des raisons évidentes, il est sous les projecteurs, mais on est sous les projecteurs un jour, et puis les choses évoluent. Même quand on a 100 000 morts derrière soi? Qui aujourd'hui nous reparle des violences en Égypte? C'est une question qui semble avoir disparu de l'horizon des rédactions. Vous savez que vous pouvez choquer en tenant ce genre de propos, Monsieur Marini. On dit souvent qu'avec le diable, il ne faut déjeuner qu'avec une longue cuillère. Mais si l'on a à défendre, soyons bien clairs, si l'on a à défendre des intérêts collectifs dont on est porteur, si l'on pense pouvoir faire le bien grâce à un contact et en allant dans le sens d'un apaisement, dans le sens de la paix, quel que soit l'interlocuteur, il faut le faire. La Syrie, elle est ce qu'elle est. Le jour où un règlement politique sera en vue, il ne le sera qu'avec les vrais acteurs réellement sur le terrain. On ne peut pas fabriquer avec des émigrés une apparence d'État. On doit parler avec ceux qui sont sur le terrain. Et Bachar el-Assad, quels que soient les reproches presque infinis que l'on peut lui faire... Il est là encore pour longtemps à vous écouter. Il est là, il existe. Pour longtemps? Et le devenir, je n'en sais strictement rien, le devenir de la Syrie dépend pour une part de lui. C'est le réalisme qui conduit à le dire. Aujourd'hui, en tout cas, un mot sur Barack Obama et ses volte-face. Comment est-ce que vous jugez la présidence américaine? Je suis allé au mois de mai aux États-Unis, sur des problématiques économiques et financières. J'ai constaté que la situation politique, elle était bloquée, n'est-ce pas? Ceci s'est traduit par ce qu'on a appelé la falaise budgétaire, c'est-à-dire impossibilité d'une entente entre l'exécutif et les deux chambres. Sur la présidence Obama, la façon la présidence Obama, elle se termine mal, parce que quelqu'un qui aurait besoin, pour obtenir un vote parlementaire, de ses ennemis politiques, donc des républicains les plus opposés à ce qu'ils représentent, et qui n'obtiendrait pas le soutien de ses amis, de ceux qui ont été, comme lui, en faveur du retrait d'Irak et d'Afghanistan, c'est quand même terminé assez mal.
Allez, on va parler du budget maintenant, si vous voulez bien, et des efforts du gouvernement pour réduire le déficit. François Hollande réclame une pause fiscale, promesse, fantasme ou réalité. Avant d'en parler avec Déborah Claude de l'agence France Presse, l'explication et l'équation budgétaire, toujours aussi délicate, avec Faustine Saint-Geniès. François Hollande l'a annoncé, le temps est venu de faire une pause fiscale. Ce sera pour le budget 2014. Une proposition précisée par le ministre du Budget la semaine dernière. Notre objectif, c'est d'aller vers la stabilisation de la pression fiscale avec 1 an d'avance. Aussi longtemps que nous parviendrons à faire davantage d'économies, et je souhaite que ce soit la doctrine, que ce soit le moyen, que ce soit l'instrument, nous n'aurons pas à faire d'impôts. Chaque économie supplémentaire, ce sont des impôts en moins pour les Français. Et moi, je veux être le ministre des économies, pas le ministre des impôts. Au programme pour les entreprises, une baisse de l'impôt sur les sociétés et une réforme en vue pour simplifier la fiscalité. La pause fiscale, une bonne nouvelle pour tous les contribuables, pas si sûr. Les ménages profiteront d'un retour à un barème d'imposition indexé sur l'inflation, mais avec en contrepartie la perte de nombreux avantages pour les familles, comme la baisse du quotient familial, une hausse de la TVA de 19,6 à 20% pour le taux supérieur et une augmentation des cotisations retraite de 0,15% pour tous les salariés. Au total, l'État espère ainsi récupérer 6 milliards d'euros. La pause fiscale, oui, mais pas vraiment pour les ménages. Une mesure qui risque de peser sur la consommation et donc sur les entreprises pour cet économiste. C'est absurde de considérer que si vous augmentez les impôts des ménages, et notamment des classes moyennes, qui sont quand même le support de la consommation, vous ne jouez pas sur les entreprises. Ce n'est pas une pause qu'il nous faut, c'est une réduction de ces prélèvements. Et pour cause, le taux de prélèvements obligatoires pour l'année 2013 s'élève déjà à 46,3% du PIB, un record depuis la création des statistiques. Il devrait encore augmenter en 2014. Voilà, Déborah Claude de l'agence France Presse nous a rejoint. Bonsoir Déborah. Bonsoir. Alors vos questions à Philippe Merini, président de la Commission des Finances. Plein de questions bien sûr sur les impôts qu'attendent les Français et puis sur l'état de nos comptes publics. Voilà, c'est la période du budget. Ça va bientôt être présenté. Vous êtes un des Français qui est le mieux informé sur les finances publiques. Alors, dans quel état sont les finances publiques de la France? Et est-ce qu'il faut croire à cette pause fiscale dont nous parle le président de la République? Il faut bien comprendre ce dont il peut s'agir. Pause fiscale, si l'on interprète pause fiscale comme absence d'augmentation d'impôts, c'est faux. C'est faux. Car en 2014, il faudra au moins compenser 4 milliards d'euros de mesures provisoires de 2013, les remplacer par autre chose. Il faudra financer pour 4 milliards d'euros le crédit d'impôt compétitivité emploi. Et puisque l'on a, ce qui est sans doute une bonne décision, accepté d'indexer à nouveau le barème de l'impôt sur le revenu, c'est un manque à gagner de 1,7 milliard d'euros. Vous êtes d'accord avec cette décision sur le barème? Oui, je pense qu'il n'aurait pas fallu le bloquer les années précédentes, n'est-ce pas? Donc vous avez fait le total des impôts supplémentaires. Mon total, c'est une dizaine de milliards de recettes qu'il faudra trouver par ailleurs sous forme d'accroissement de la pression fiscale. C'est l'arithmétique qui le dit. Il s'y ajoute les prévisions que l'on peut faire en matière de croissance et il faudra naturellement être vigilant à ce sujet et vigilant sur les recettes fiscales de l'année 2014. Par ailleurs, il a été dit, semble-t-il, que les entreprises seraient indemnes en 2014. Des promesses leur ont été faites. Par exemple, pour compenser les hausses de cotisations dans le cadre de la réforme des retraites. Je ne sais pas comment on va compenser, mais je suppose que la contrepartie se trouvera sur les ménages, parce qu'il n'y a pas 36 contreparties possibles. Il y a la baisse de la dépense publique, il y a la fiscalité sur les ménages. Est-ce qu'il va y avoir une reprise? Est-ce que la croissance va repartir? Nous sommes dans une situation un peu meilleure, mais relativisons. Nous étions dans une situation de stagnation moins, nous sommes dans une situation de stagnation plus. Moins de 1% de croissance annuelle. Nous avons vu sortir le chiffre de la production manufacturière, qui n'est pas bon. Le chiffre de la balance extérieure n'est pas bon non plus.
la France perd des points de compétitivité et la France ne crée pas d'emplois. Et vous savez que pour créer des emplois, il faut que le taux de croissance repasse au-dessus du seuil des 1,5% minimum. Donc ne nous réjouissons pas trop vite. Il faut être prudent. Il faut être prudent. Je voudrais aussi dire que nos amis britanniques viennent de sortir des statistiques de croissance qui sont sensiblement meilleures que prévues. Or, leur politique a été d'être incitative vis-à-vis des entreprises, de faire bénéficier les entreprises de certaines baisses d'impôts et par ailleurs de tailler assez vigoureusement dans les dépenses publiques. Alors les dépenses publiques justement, parce que vous ne les mentionnez pas, Philippe Marini. Je les ai mentionnées comme facteur d'ajustement, n'est-ce pas? Et à cet égard, il faudrait que l'on nous dise la vérité. Le ministre du Budget, Bernard Cazeneuve, dit que jamais un effort aussi important n'aurait été réalisé, Déborah. Oui. En tout cas, je vois dans les chiffres et dans la programmation des finances publiques que l'an prochain, il nous faudrait une inflexion négative des dépenses publiques, État, sécurité sociale, collectivités locales, de l'ordre de 14 milliards d'euros. 14 milliards d'euros d'économies de dépenses qui, pour moi, ne sont pas à ce jour documentées de manière précise. Sur un autre sujet un peu sensible, et toujours sensible, les niches fiscales. On touche apparemment aux niches scolaires, différentes autres pistes sont à l'étude. Vous préconisez quoi? C'est un débat qui a toujours secoué à droite ou à gauche parce qu'on ne sait pas où toucher. Dans chaque niche, il y a un chien, on dit toujours. Alors où est-ce qu'il faut ne pas se faire mordre? Voilà, c'est un peu la question. Persiste à dire qu'il faut faire maigrir le chien, tous les chiens de toutes les niches, en d'autres termes, et ainsi il mordra moins à la longue. Mais enfin, ou peut-être, mais je veux dire par là que la méthode utilisée, d'ailleurs elle l'était par le précédent gouvernement aussi, et qui consiste à viser individuellement tel ou tel régime, telle ou telle niche, en les prenant à titre séquentiel, les unes après les autres, n'est pas une bonne méthode. Parce que ça prend beaucoup de temps, ça éreinte, les milieux concernés se défendent. Sur le plan de l'opinion publique, c'est négatif. À mon avis, la meilleure approche, c'est de tout réduire proportionnellement et en quelques années, faire disparaître la plus grande partie de ces niches, ce qui est un enjeu de dizaines de milliards d'euros et permettrait d'abaisser un peu les taux nominaux de l'impôt sur les sociétés, comme ceux de l'impôt. C'est une promesse. Comme ceux de l'impôt sur le revenu. Non, c'est ma vision constante. Et vous savez, si j'ai subi... Non, mais là, c'est une annonce du chef de l'État, apparemment, qui veut baisser le taux de l'impôt sur les sociétés. Oui, mais il faudra qu'il compense, parce qu'il y a le solde. Et même si les 3% ne sont plus que pour 2015, encore faudra... Vous aux 3% en 2015, M. Marini? Le déficit de 3%. Vous savez, il faudra bien y arriver si l'on ne veut pas être étrillé par les marchés financiers. Et Bruxelles? Nous avons pris des engagements, nous ne les tenons pas. Nous sommes dès maintenant en dehors des clous du pacte de stabilité qui a été approuvé par l'Assemblée nationale au printemps. Nous sommes tout à fait à l'extérieur de cela. D'ailleurs, Pierre Moscovici l'a reconnu. Il l'a reconnu en nous disant qu'à la fin de l'année 2013, nous serions moins bien que les 3,7% prévus. Donc on partira en début d'année 2014 sur une base qui sera détériorée. Les efforts seront encore plus grands à faire. Or, vous l'évoquiez, je crois, les marchés financiers sont plutôt orientés à nouveau à la hausse des taux d'intérêt. Ça veut dire qu'on va payer beaucoup plus cher notre dette? Pour l'année 2013, nous sommes encore bons, parce que par rapport aux prévisions qui avaient été faites, je pense que nous serons à l'équilibre, voire avec un bonus encore significatif. Mais quid de l'année 2014? Et qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y aura pas au niveau de la zone euro ou dans le monde des causes de fragilité financière et qui conduiront les marchés à s'emballer à nouveau? Nous sommes vulnérables tant que nous ne respectons pas le retour aux 3%, et ce n'est pas pour une fantaisie européenne qu'il faut le faire, ou même simplement pour respecter notre parole, c'est parce que tant que l'on n'a pas atteint ce seuil, la dette en capital continue à augmenter. Donc vous êtes pessimiste?
Je suis réaliste et je pense que le gouvernement a trouvé, parce qu'il est bon communicateur, ce gouvernement, je le reconnais, hein, il a trouvé une bonne expression avec pause fiscale. Mais lorsqu'on va se rendre compte que, comme bien d'autres choses qui ont été dites, ce n'est pas la vérité vécue par nos concitoyens, cette habileté se retournera contre lui. Sur la taxe à 75%, alors je ne sais pas s'il a été très habile communicateur, le gouvernement, mais il doit s'y reprendre une seconde fois. On va voir la saison 2 de la... Peut-être habile durant la campagne présidentielle de François Hollande. Voilà, Mais là, c'est le candidat qui avait été habile. Oui. C'est là que l'idée a surgi. Voilà, Oui. donc on va avoir la deuxième mouture qui va sortir bientôt. Il était question ce matin qu'elle soit exonérée pour les clubs de football. C'est peut-être anecdotique, mais qu'est-ce que vous en pensez? Encore une niche. On supprime une niche, on en crée une autre. Voilà, mais c'est extraordinaire. C'est notre comportement fiscal. Souvenez-vous, un jour, l'ancien président de la République avait dit peut-être faudrait-il supprimer l'ISF. Aussitôt, j'ai vu arriver ceux qui conseillent la défiscalisation, l'investissement dans les PME grâce à l'exonération d'ISF. Ils sont venus me dire, monsieur le sénateur, lorsqu'il n'y aura plus d'ISF, il faut qu'on garde notre avantage, il faut nous le recréer. C'est complètement fou. Mais quelle différence faites-vous entre les hausses d'impôts qui ont été infligées aux Français sous la droite, parce qu'il y en a eu quand même quelques dizaines de milliards, Philippe Marini, et celles que l'on doit supporter en plus aujourd'hui? Je pense que le gouvernement actuel a ses responsabilités, comme le précédent. À mon avis, il a détérioré l'équation. Il a pris des mesures de quasi-revanche à l'été de 2012. Il aurait très bien pu éviter cela. Il a donné des signaux de laxisme budgétaire, par exemple à l'égard de la fonction publique, et ceci accroît les difficultés. Et puis il a, en quelque sorte, pendant des mois, nié les réalités avant le tournant de Louis Gallois et l'épisode du CICE, du crédit d'impôt. Est-ce que sur la fraude fiscale, un autre sujet qui est venu ces derniers mois sur le tapis, à la faveur de l'affaire Cahuzac, est-ce que le gouvernement en fait assez? Est-ce que ça va permettre de faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État? Qu'est-ce que vous pensez des dispositifs qui ont été ou qui sont encore en navette parlementaire, puisque tout n'a pas été encore adopté? Je les ai approuvés pour une bonne part. J'ai même inspiré un amendement sur l'abus de droit pour réduire les possibilités d'optimisation fiscale internationale. Je pense que l'État doit se faire respecter, bien entendu. Merci Déborah. Avant d'aborder la suite, un mot encore sur la Syrie, Philippe Marini, puisque la Russie fait savoir qu'elle juge inacceptable le projet français de résolution à l'ONU. On a énuméré tout à l'heure les conditions que voulait poser Paris donc, à ce projet concernant le démantèlement de l'arsenal chimique syrien. Que pensez-vous de cette position? Paris montre qu'il n'est pas au cœur du jeu diplomatique. Encore une fois, ce que l'on n'a pas fait pendant des mois, il est très difficile de le récupérer en quelques heures. N'est-ce pas? Je vous l'ai dit, nous n'avons pas eu dans cette affaire l'attitude, la politique diplomatique, nous plaçant au-dessus de la mêlée et nous rendant aptes à discuter, à négocier avec les uns et avec les autres. Et aujourd'hui, on nous le fait sentir. Mais il n'est pas légitime que la France et les États-Unis, d'ailleurs, ensemble, je le disais tout à l'heure, imposent des conditions dans cette résolution à la suite de l'ouverture russe. Il appartient à la communauté internationale de définir, sous l'égide de l'ONU et du Conseil de sécurité, les conditions auxquelles les stocks d'armes chimiques syriens devront être astreints. C'est une responsabilité de la communauté internationale. D'accord. Perrine Tarnaud de Public Sénat va donc nous rejoindre maintenant pour aborder plusieurs questions politiques, notamment cette petite phrase de François Fillon qui fait grand bruit. Je ne sais pas chez vous, vous allez nous le dire dans un instant. En tous les cas, il a surpris, il a expliqué que le Parti socialiste pouvait être parfois plus sectaire que le Front National. Sophie Normand. Ou PS ou FN, François Fillon persiste et signe. L'ex-premier ministre veut en finir avec la ligne défendue par Nicolas Sarkozy, ni Front républicain, ni Front national, le fameux Nini.
Calcul ou improvisation, son invitation à voter pour le moins sectaire des candidats en cas de duel PS-FN surprend à droite. Maladresse pour le président de l'UDI, Jean-Louis Borloo, bêtise pour le député Benoît Apparu. À l'UMP, il y a aussi ceux que le sujet embarrasse. Et il y a ceux qui, à demi-mot, soutiennent François Fillon. Je pense que c'est ce que pensent, à mon avis, 80% des Français. Cette nouvelle posture est d'autant plus surprenante que l'ex-premier ministre assurait il y a encore peu qu'il appellerait toujours à voter contre le FN. Pour le parti d'extrême droite, cette inflexion est purement stratégique. Bon, la tactique, elle est assez claire, la tactique politicienne, c'est-à-dire que son cœur est au PS, mais il y a sur le terrain une pression parce que les gens veulent et que le Front National ait des élus, parce que nous pesons de plus en plus, parce que nous sommes en passe de devenir la première force de France dans beaucoup de régions. Alors il est obligé d'adapter un petit peu sa tactique et son discours. Le PS s'est lui aussi saisi du sujet. Pour le parti de la majorité, l'ex-premier ministre perd la boussole républicaine et lève une digue supplémentaire. Il se laisse lui aussi aller à cette montée du Front National en abandonnant les principes qu'il qualifiait lui-même être le socle républicain, et il disait que le Front National n'en faisait pas partie. Une banalisation du FN qui ouvre la voie d'un discours nouveau destiné à reconquérir une partie de l'électorat de droite. Voilà, Perrine Tarnaud est avec nous. Bonsoir Perrine. Bonsoir Michel. Vos questions d'abord sur ce thème récurrent du Front National et des rapports avec l'UMP. Est-ce que selon vous, Philippe Marini, la langue de François Fillon a fourché dimanche dernier? Sa déclaration m'a surpris. Ça veut dire qu'il est encore capable de surprendre François Fillon et qu'il est capable de prendre des risques. Cela paraît peu cohérent avec tout ce qu'il a dit jusqu'ici sur le même sujet. Vous en pensez quoi, vous, personnellement? Moi, vous connaissez ma position. Je l'ai livrée à de nombreuses occasions, y compris ici même. Donc, je renvoie dos à dos. Et je ne connais pas, d'ailleurs, l'agence de rating permettant d'évaluer le degré de sectarisme relatif des uns et des autres. Est-ce que vous pensez, comme une majorité de votre groupe UMP ici au Sénat, dont votre président, Jean-Claude Gaudin, que François Fillon doit éclaircir sa position parce elle va à l'encontre de la position officielle de l'UMP, qui est le ni FN, ni PS? Je pense qu'il faut en rester à notre position, oui, bien entendu. C'est encore satisfaisant le ni-ni? Ça tient toujours la route comme position? Écoutez, c'est notre position et il faut l'assumer comme telle. Cette question n'est pas dépassée. Est-ce que les dernières élections n'ont pas montré que finalement les électeurs ne tenaient pas compte des consignes de vote? Les électeurs sont libres de leur vote. Vous dites que vous n'avez pas l'agence de notation pour juger si le Front National est sectaire ou pas. Mais il y a tel candidat. Son programme parle pour lui, dit-on, y compris dans votre camp, la préférence nationale, d'autres prises de position. Écoutez, je ne vois pas pourquoi je m'étendrai davantage sur ce sujet. Je pense vous avoir répondu de manière claire et précise, par référence à ce que j'ai pu dire dans le passé. Et en ce qui me concerne, il n'y a aucune évolution. Alors sur l'UMP qui est parvenu à récolter les 11 millions nécessaires au règlement de la dette de Nicolas Sarkozy après la campagne présidentielle, est-ce que c'est le signe, selon vous, le fait que ces 11 millions aient été récoltés, que les militants UMP attendent le retour de Nicolas Sarkozy? En tout cas, c'est un geste d'amitié et de sympathie. Vis-à-vis de lui ou vis-à-vis de l'UMP? Les deux. Parce que nos militants, je pense que pour une large majorité d'entre eux, ils ne font pas trop la différence. Ils sont fiers de ce qui a été fait avec Nicolas Sarkozy. Ils déplorent qu'il ait été battu. Mais ils pensent qu'il a fait un très beau score. Ils se sont bien battus pour ça, chacun à sa place. Et à mon avis, ils le referont la prochaine fois. Vous rencontrez souvent Nicolas Sarkozy. Vous étiez encore aujourd'hui. Je le vois de temps en temps, je vais le voir. Régulièrement, vous étiez encore aujourd'hui dans son bureau. Est-ce que vous avez parlé justement de ces 11 millions? Est-ce qu'il est surpris, heureux de ce dénouement? Il a été en effet très heureux que sa parole ait porté à un tel point. Et c'est quelque chose qui lui fait chaud au cœur, bien entendu. Est-ce qu'il en tire des conclusions pour l'avenir? Je pense que Nicolas Sarkozy garde toute son intelligence, sa lucidité, son énergie et qu'il est animé par le souci de l'avenir. De son avenir. Mais de l'avenir de notre pays. Il raisonne, vous savez, il raisonne d'abord en termes de France. C'est-à-dire? Il raisonne en fonction de ce qu'il estime être les intérêts de la France. Et à cet égard,
il définira en temps voulu le moment où il estimera qu'il est audible. Mais pour vous, son retour n'a jamais fait aucun doute. Pour moi, personnellement, cela ne fait pas de doute. Mais il lui appartient... Vous dites ça alors que vous étiez encore avec lui, Perrine le rappelait, il y a quelques heures. Hein. Mais pour moi, ça ne fait pas de doute. Dès le lendemain du 10 mai, cela ne faisait pas de doute. Et je pense qu'il faut que des conditions soient présentes dans le débat politique, en termes de situation économique de notre pays, en termes d'opinion publique, mais en termes d'opinion publique, bien, que le moment soit venu pour qu'il soit audible, pour que son message porte ce qui lui laisse tout le temps nécessaire de la réflexion pour construire ce qu'il dira à ce moment-là. Est-ce que c'est le moment, opportun pour l'UMP de lancer l'inventaire du quinquennat de Nicolas Sarkozy? Il va y avoir une convention de l'UMP au mois d'octobre. Oui, ça, à mon avis, ce sera une opération assez rapide. D'ailleurs, vous savez qui on va interroger à ce sujet? Les ministres qui étaient au gouvernement. Donc, on leur demandera d'évaluer leur propre action. Les mieux placés, leur les propre action, n'est-ce pas? Ouais. Hein, puisque, d'ailleurs, parmi ceux qui ont mis ce thème sur le tapis, il y en a d'assez nombreux qui étaient très heureux d'être au gouvernement, qui ont fait des pieds et des mains pour y être et pour y rester. Bon, donc on va leur demander comment ils évaluent leur propre action, dont ils sont comptables, tout aussi bien que le président qu'ils ont servi. Qu'est-ce que Nicolas Sarkozy vous dit de la perspective de la primaire à l'UMP, car elle est quand même programmée pour la présidentielle? Nous n'avons pas parlé techniquement de cette primaire, ce point n'a pas été évoqué. C'est un point politique fondamental. N'a pas été évoqué. Non. Moi, mon feeling personnel, c'est que le jour où Nicolas Sarkozy sera revenu dans le jeu, eh bien, la primaire va s'évanouir. Elle est programmée, je vous l'ai dit. Oui, elle est programmée. Des candidats se préparent, les militants militants la veulent. Et Fillon, par exemple, est déterminé. Oui, bien sûr. Y compris à mais affronter Nicolas Sarkozy lors de cette primaire. Il a déjà été déterminé à beaucoup de choses qui ne se sont pas faites. Hein, bon, écoutez, nous verrons bien. Vous me demandez mon sentiment. Je vous ai donné mon sentiment. Je pense qu'elle va s'évanouir, se diluer. Je le pense. C'est mon sentiment. Pourquoi pas? Voilà, c'est une référence chiracienne. Vous avez donné combien, vous, personnellement, au Sarkoton? Écoutez, j'ai donné comme les parlementaires ont donné. J'ai pas à vous livrer le certains montant. le disent. Hein. J'ai pas à vous livrer le montant. Non, moi, je suis pas favorable à ce déballage permanent. Non. Est-ce que vous estimez que l'UMP est en ordre de marche pour les élections municipales de mars prochain? Alors, les élections municipales, c'est un exercice particulier. Il faut adhérer au terrain. Donc, c'est pas le centre qui crée les conditions du succès. C'est les équipes sur le terrain. Du coup, est-ce que l'UMP est en ordre de marche? Est-ce que les choses sont organisées sur le terrain? L'UMP, vous savez, est en ordre de marche. Quand on voit qu'on fait élire un député dans la circonscription de Villeneuve-sur-Lot, où les conditions sont quand même pas extraordinaires pour notre tendance politique... quand même, oui, les circonstances étaient très particulières, reconnaissez-le. Ah oui, mais enfin bon... Je veux dire que le siège de Villeneuve-sur-Lot, historiquement, il a été assez rarement, mais pas longtemps, détenu par la droite. Donc, mais l'affaire Cahuzac avait tout balayé. Il y avait quand même un gros parfum de scandale. Hein, oui. Qui vous a profité. Bien sûr. Oui. Mais quand on est là, quand on a des gens qui travaillent, comme c'est le cas de mon collègue maintenant, député maire de Fumel, eh bien, on ramasse le profit de ce travail ingrat pendant des années et des années. Donc vous êtes confiant pour les municipales, ce qui pourrait servir les élections sénatoriales de 2014 ? Les municipales se font dans chaque commune. C'est pas automatique. C'est une question de crédibilité. Il faut unir, il faut rassembler sur un programme pour une commune. Donc c'est un exercice qui est politique, mais qui n'est pas que politique. C'est un exercice de crédibilité. Alors en effet, les élections sénatoriales dépendent pour une large part du nombre de délégués qu'on peut aligner ensuite à l'élection sénatoriale. Il y a un débat Gérard Larcher-Jean-Pierre Bel en ce moment autour de la place du Sénat dans nos institutions. Gérard Larcher parle du déclin du Sénat, qui serait trop peu considéré par l'actuel pouvoir. Est-ce que, à votre avis également, le Sénat ne sert plus à rien ? Non, le Sénat est aujourd'hui, sur tout le champ économique, social et financier, une chambre d'opposition. C'est une chambre qui ne vote plus les textes du gouvernement. Une chambre qui est pourtant à gauche, même si la majorité est courte. Elle est
à gauche, mais le gouvernement ne peut plus faire voter ses textes. Et par exemple, lorsqu'il est question d'un débat d'orientation budgétaire, le gouvernement s'abstient de demander un vote, puisqu'il le perdrait. Bon, le Sénat joue son rôle, il polarise, il exprime les mécontentements de la société française, tant à droite que, c'est vrai, à l'extrême gauche. Mais est-ce que cette absence de majorité à gauche peut être due au fait, au président du Sénat, Jean-Pierre Bel, qui ne tiendrait pas assez la maison? C'est ce qu'a voulu souligner peut-être. Le président du Sénat, il n'est pas là pour tenir la maison. Président du Sénat, le président d'une assemblée, il incarne cette assemblée dans toute sa diversité. Il est, comme on dit, un primus inter pares. Il est entre ses pairs, entre ses égaux. C'est le rôle du président du Sénat. Moi, je n'ai pas à me plaindre de Jean-Pierre Bel, qui est d'une grande courtoisie et qui fait le job. Et qui fait le job. Non, mais je pense que Gérard Larcher a raison de dire que le Sénat est amoindri par tout ce qui est fait à l'encontre de la ruralité et risque d'être amoindri par le non-cumul des mandats et par le changement de sa loi électorale. Ça nous complique beaucoup les choses. Justement, vous parlez du cumul des mandats. L'Express a publié aujourd'hui le palmarès des cumuleurs de la République. Alors vous arrivez en 15e position. C'est pas mal. Sur 1573 élus français. C'est un bon rating. Alors d'après les calculs de l'Express, votre indice de cumul équivaut à 4 plein temps. Donc je voulais vous remercier aujourd'hui d'avoir trouvé du temps pour venir sur notre plateau. Et j'aimerais savoir sur quelle fonction vous avez mordu pour venir sur Public Sénat ce soir. Non mais je considère que sur un territoire, il faut qu'il y ait une unité de responsabilité. Mais ceci ne peut se faire qu'en équipe. Je délègue beaucoup. J'ai des adjoints, des vice-présidents qui travaillent en union étroite avec moi. Il y a un partage des rôles. Donc je consacre beaucoup de temps à mon territoire. Vous n'avez pas vraiment 8 mandats ou fonctions, en fait. C'est théorique, alors. Si vous déléguez... Je suis maire, je suis président de l'agglomération. Je suis président d'un gros syndicat mixte de déchets ménagers. Je suis président de la Maison de l'Emploi et de la Formation, du Bureau intercommunal de l'Emploi, de la mission locale, de toutes les structures que j'ai créées. Certains de vos titres en route, vous les connaissez tous bien. Non, mais là, je ne suis pas arrivé au bout parce que je pense que... Votre 15e position dans le classement de l'Express. C'est quand même très brillant à partir d'une ville, somme toute modeste. Justement, le projet de loi du gouvernement s'il est voté, bien sûr, par le Parlement, limitera le cumul entre un mandat de parlementaire et une fonction exécutive, mais pas entre un mandat de parlementaire et une fonction non exécutive. Du coup, ça ne va pas régler vraiment le problème du cumul en France. À mon avis, cette loi est une très mauvaise idée. Elle va appauvrir la vocation politique, elle va appauvrir la représentation des territoires. Elle est contraire aux intérêts de notre pays. C'est une loi démagogique. Elle va enrichir le personnel politique au sens où il va se démultiplier, bien sûr. Elle va créer des rivalités, elle va créer des zizanies. Vous savez, quand vous êtes maire d'une ville-centre et pas président de l'intercommunalité, vous avez davantage de tensions à gérer. Pendant qu'on gère des tensions, est-ce qu'on fait du travail positif? Est-ce qu'on travaille pour ses concitoyens? On traite des affaires de boutique, des questions de personnes. C'est pas très intéressant, franchement. Quel mandat est-ce que vous allez abandonner, vous? Si j'ai bien compris, d'abord, je vais participer à l'examen de ce texte, qu'au Sénat, je pense, nous allons amender significativement. Donc, si il est suffisamment amendé par une majorité du Sénat, je voterai le texte. Ensuite, l'Assemblée nationale verra si elle revient à sa version. Si j'ai bien compris, la date limite, c'est 2017. 2017, c'est pas encore demain matin. On verra d'ici là. On verra d'ici là. Merci Philippe Marigny d'avoir été avec nous ce soir, malgré votre emploi du temps. Donc, débordé et surchargé. Merci Perrine. Merci Michel. La semaine prochaine, Marine Le Pen sera l'invitée de Preuve par 3. Bonsoir à tous.